Henry Baker. Dans ma dernière vidéo, les gens se sont attachés à lui et se sont posé pas mal de questions. Une part de hasard m'a permis de raconter l'histoire d'Henry. Comment puis-je choisir à nouveau le Forestois par hasard? Il doit bien y en avoir un près de moi. Voici deux jeunes Le Forestois. 45 ans séparent ces deux photos. Vous aurez sans doute reconnu celui-ci. Aujourd'hui, il est un poil plus barbu. Oui, c'est moi. L'autre enfant, j'imagine que très peu d'entre vous pourront le reconnaître. Vous serez certainement encore moins nombreux à pouvoir me dire son nom. Je ne vais pas vous le cacher plus longtemps, il s'agit de Georges Pinte. Je ne le connais pas, nous ne nous sommes jamais rencontrés. À vrai dire, quand j'ai décidé de réaliser une vidéo sur Georges, j'en savais autant sur lui que vous en savez maintenant. C'est-à-dire rien du tout. Vous devez sûrement vous demander quel tordu suis-je pour faire une vidéo sur la vie d'un inconnu. Tout simplement parce que Georges et moi avons un point en commun. Avant de vous le révéler, remontons un peu le cours du temps. Nous sommes le 5 juin 1937. François Pinte vient d'épouser Élise Desnos. Leur acte de mariage déclare qu'ils sont d'une part un mécanicien de 30 ans, fils de Georges et Maria Graveline, et d'autre part une ménagère de 29 ans, fille de Jean-Louis et Émérantine Libert. Il nous apprend également que les jeunes mariés sont tous deux nés et domiciliés à Le Forêt. Prenez-en un autre au hasard. Tous les actes de l'état civil sont similaires, rédigés comme un cahier d'écolier qui a bien écrit ses leçons. Mais au fond, qui sont réellement ces deux personnes qui signent l'acte unissant leur destin? L'histoire que je m'apprête à vous raconter commence 50 ans plus tôt, en 1890, avec 4 couples qui n'ont, à première vue, rien en commun. Commençons avec le premier d'entre eux. Après avoir vécu successivement à Auby, Rovarandin et Rimbaudcourt, c'est à Le Forêt que s'installent Edmond Pinte et Clara Grard. C'est dans la grande rue qu'ils déposent leurs valises. Ils vont y tenir un petit cabaret. Leurs 6 enfants les suivent, majeurs ou presque, ils ne tardent pas à se marier, tous à Le Forêt. Notre couple suivant sont des Le Forestois pure souche. Ils sont nés à Le Forêt et leurs parents avant eux. Nés juste après la construction de la fosse 2, c'est peut-être au fond de la mine que ces deux-là se sont rencontrés. En effet, Rosalie fut mineure de fond jusqu'en 1874, date à laquelle il fut interdit pour les femmes de descendre. Elle suivit alors une formation proposée par les mines de l'Escarpelle pour devenir ménagère. En 1890, ils ont déjà 5 enfants. 3 autres arriveront les années suivantes. Ils occupent une maison dans la rue du Moulin, aujourd'hui rue Pressensé. À quelques mètres de là, une maison est vacante. Alphonse Desnos et sa femme Mélanie Poupard viennent de déménager rue de Falemprise, actuelle rue Marceau. Tous les deux originaires de Monzan-Pével, ils sont arrivés à Le Forêt peu après la naissance de leur deuxième enfant, il y a 6 ans. Alphonse est journalier et travaille là où on a besoin de lui. Depuis, ils sont devenus les parents de 6 enfants. Dans la grande rue, Octavie Van Uxem est veuve déjà depuis 9 ans et est la mère de 2 enfants, un garçon et une fille. Native de Boskep, elle a pris son indépendance à l'âge de 19 ans et entra ainsi, en tant que domestique, dans le foyer d'Henry Van Oudendijk. Ce dernier fut le maire de Coudekerque et venait de quitter ses fonctions. Également marchand de graines de houblon, c'est sans doute dans le cadre de son métier qu'il fit, en 1874, l'acquisition de la brasserie de Le Forêt. Il y emmena meubles et familles, et dans son déménagement, emporta sa petite domestique. Situé à l'angle des actuelles rues Gambetta et Kléber, le nouveau propriétaire prolongera le mur de clôture de la brasserie jusqu'à ses jardins privés. Les plus anciens Le Forestois se souviennent encore certainement du long mur qui longeait toute la rue. Devant la brasserie, un cabaret se trouvait sur le trottoir d'en face. Il était tenu par un certain Jean-Baptiste Libert. Leur proximité professionnelle les a certainement aidés à se rencontrer, et c'est ainsi que Jean-Baptiste épousa Octavie en avril 1877. La jeune épouse quitta peut-être avec regret la famille Van Oudendijk pour qui elle avait travaillé pendant près de 12 ans. C'est dans leur maison familiale, rue du Calvaire, qu'est né Paul en 1878 et Émérantine, dite Germaine, en 1880. Malheureusement, 1 an plus tard, Jean-Baptiste trépasse le soir du 28 janvier 1881 à l'âge de 32 ans. Octavie devient veuve
et le restera jusqu'à la fin de sa vie. Son fils Paul assumera très jeune sa position d'homme de la maison, très importante à l'époque, comme nous le verrons plusieurs fois. Faisons un bond de quelques années. Jean-Louis Desnos, celui que tout le village appelle Gros-Jean, se marie avec Germaine Libert le 1er août 1903. Lors de ce mariage, Gros-Jean reconnaît un garçon, Jean-Baptiste, né un an plus tôt. La naissance de ce dernier fut déclarée par le frère de Germaine, Paul Libert, qui a toujours veillé sur sa petite sœur. Ce jour-là, il est d'ailleurs le témoin de son mariage. Quelques mois plus tard naît le petit Léon. Le 28 août 1907, à 2 heures du matin vient au monde la petite Auréa. Le couple s'était mis d'accord. Si c'était un garçon, il se serait appelé Paul, comme le frère de Germaine. Mais c'est une fille, alors c'est Auréa, comme la sœur de Gros-Jean. Cependant, un quart d'heure plus tard, une autre petite fille arrive. Il ne s'attendait pas à voir des jumelles. La surprise étant passée, il décide de l'appeler Élise. En 1911, un autre petit garçon arrive. C'est tout naturellement qu'il s'appellera Paul. Cette année-là, la famille occupe une maison rue du Jourdain, actuellement rue Victor Hugo. Octavie Van Uxem, la mère de Germaine, vit avec eux. Les parents de Gros-Jean habitent toujours dans la rue Marceau. Leur plus jeune fils est encore à la maison, mais travaille comme journalier au château Royaux. De leur côté, c'est un peu plus tard que se marient Georges Pinte et Maria Graveline, le 10 mai 1906. Comme Gros-Jean, Georges reconnaît un enfant né 2 ans avant son mariage. Il s'appelle Edmond, comme son grand-père. Le 30 juillet suivant, c'est dans leur maison d'Eugedébou que naît François. Le 13 février 1909, une petite sœur Louise rejoint la fratrie. Leur père Georges était mineur à la fosse 2. La famille déménagera dans la rue de la Gare, plus proche du puits. C'est peut-être en ayant travaillé avec le père de Maria que Georges fit sa connaissance. Nous sommes encore dans une époque où les classes sociales se mélangent peu. Qu'importe ce qu'ils sont, le jeune couple était heureux avec leurs 3 enfants. Rien ne pouvait gâcher leur bonheur, ou presque. Le 23 février 1909, soit 10 jours après la naissance de la petite Louise, le père de Maria décède des suites d'une longue maladie, la silicose. Il avait 53 ans. Mineur, il l'était depuis sa plus tendre enfance et avait passé sa vie à respirer de la poussière de charbon. Dans la foulée, sa femme Rosalie tombe malade et fut emmenée à l'hôpital, mourante. Ne pouvant rien pour elle, les médecins la renvoyèrent à la maison. Sur son lit de mort, elle déclare « Mon bon compagnon est parti, je peux m'en aller ». En août 1914, la Grande Guerre éclate. Je ne reviendrai pas sur les événements qui se sont déroulés à Le Forêt. Tout se trouve dans le dernier bulletin de Le Forêt Mémoire, sorti en mars dernier. Mais nos familles représentent bien l'état d'esprit dans lequel s'est fait le départ et le retour de la grande majorité des hommes. Du côté de Georges Pinte, le père de la famille, Edmond, est décédé l'année précédente, à l'âge de 74 ans. Au moment de la mobilisation générale, Georges, Guilain et Jules partent au front. Seul Hippolyte a le droit de rester à Le Forêt, exempté depuis son service militaire en 1890. Il sera le seul soutien masculin de la famille pendant la guerre. Ironie du sort, il meurt chez lui le 15 septembre 1914. Les femmes prennent le relais dans le quotidien et dans toutes les tâches. Les frères de Maria rentreront tous vivants. De tous les frères Pinte, seul Jules reviendra. Guilain est mort pour la France le 27 août 1918 à Champagne-sur-Seine. Le père de François ne rentrera pas non plus. Le 30 décembre 1914, engagé dans le 73e régiment d'infanterie, il se trouve avec ses camarades dans le bois de la Grurie en Argonne. Les Allemands ont creusé des galeries souterraines jusque sous les tranchées françaises qu'ils ont bourrées d'explosifs. Je vous laisse imaginer la suite. L'ennemi lance une attaque dans la foulée, mais est immédiatement repoussé par l'armée française. Georges est retrouvé vivant, mais avec de multiples blessures. Il est envoyé à l'hôpital militaire de Sainte-Ménéhould, où il succombera de ses blessures le 4 janvier 1915. Il est mort pour la France. Il avait 33 ans. Du côté de Germaine Libert, son frère Paul Libert est autorisé par l'armée à pouvoir rester sur Le Forêt. Fils unique d'une veuve dont le mari est décédé depuis 1881, il est le seul soutien pour la famille. Son mari Jean-Louis est mobilisé avec ses frères. Son départ est difficile. Germaine est de nouveau enceinte. Quand pourra-t-il les revoir ? Après avoir été incorporé au 1er régiment d'artillerie à pied,
Il fut détaché à la fonderie nationale de Ruelle. Jusqu'à la fin de la guerre, avec 6000 autres ouvriers, il construira des canons aussi bien pour la marine que pour l'armée de terre. Pense-t-il à sa famille? Très certainement. Elle est en zone occupée et l'Allemand ne laisse passer aucun courrier. Pendant la guerre, Paul Libert s'est occupé de sa sœur enceinte et de sa mère. Il ne pouvait pas les abandonner à leur sort. Paul vivait dans la Pasquanne, l'actuelle rue Jules Ferry. Il était déjà marié et avait 3 enfants. Il prit avec lui les filles de Grosjean. À quelques maisons de la sienne s'en trouvait une vacante. Il y fit venir sa mère Octavie et sa sœur Germaine pour les rapprocher de lui. Ainsi, dès les premiers signes d'accouchement, elles seraient prêtes. Elles ont avec elles Jean-Baptiste et Léon, les garçons de Grosjean. Ils ont plus de 10 ans, ces solides gaillards ne pourront que mieux les aider au champ. C'est ici, au beau milieu de la Première Guerre mondiale et précisément dans cette rue, que s'est peut-être joué le destin futur de François et d'Élise. Et comme l'adage le dit si bien, le hasard fait bien les choses. Peut-être même est-il plus efficace que le destin. Eh oui, parce que si on prend les maisons une à une, dans cette petite rue leforestoise, on les retrouve presque tous. La dernière maison, tout au bout, est occupée par Octavie, sa fille et les garçons. On retrouve la maison occupée par Paul, sa famille et les filles de Grosjean. Et les voisins de Paul, c'est qui? Eh bien, c'est Maria Graveline et ses 3 enfants, dont François. Et de l'autre côté, Gabrielle de Marquette, la veuve d'Hippolyte Pinte, avec ses 2 enfants. À l'âge de 8 et 9 ans, François et Élise se côtoyaient déjà puisqu'ils étaient de simples voisins. Le 21 mars 1915, peu avant midi, Germaine accouche auprès de sa mère. L'accouchement se passe bien, mais une surprise se reproduit. Encore des jumelles, pour la 2e fois. Germaine et Jeanne sont enfin arrivées dans la famille. Le lendemain, c'est Paul Libert qui ira déclarer la naissance de ses nièces, Grosjean étant absent. Le plus triste, c'est qu'il n'a aucun moyen de le lui faire savoir. Pendant la guerre, les hivers sont particulièrement rigoureux. Ajoutez à cela les privations de nourriture et de charbon, et la vie devient particulièrement pénible. Pour survivre, les femmes font la queue devant les différents dépôts, mais tout y est très cher. C'est dans ce contexte que, le 5 février 1917, Paul Libert se rend une nouvelle fois à la mairie. Il vient annoncer le décès de sa sœur Germaine et aussi d'une des jumelles, Germaine. Paul vient de perdre sa sœur qu'il a cherché à protéger toute sa vie. Une fois la victoire des Alliés obtenue, Maria apprendra certainement que son mari ne rentrera jamais. Inhumé près de l'hôpital dans lequel il a succombé de ses blessures, son corps sera rapatrié à Leforest pour reposer dans le cimetière communal. Ses enfants, Edmond, François et Louise, seront adoptés par la nation le 23 septembre 1920. Ils pourront apprendre de bons métiers. Edmond devient électricien, François un mécanicien et Louise une couturière. C'est auprès de leur oncle Jules qu'Edmond et François ont appris les leurs. Après la guerre, Jules tient une boutique dans la rue Jean Jaurès. Plus tard, c'est là que se trouvera le mythique magasin à la façade bleue, chez Malovry. La tristesse du retour de guerre n'est pas seulement faite de soldats qui ne rentrent pas. Jean-Louis, Grosjean, est bien rentré, mais un courrier de la part de son beau-frère lui apprend qu'il ne retrouvera qu'une maison vide dans la rue du Jourdain, et qu'il ne pourra malheureusement plus revoir sa femme. L'espoir de rencontrer sa petite Jeanne, alors âgée de presque 4 ans, le réconforte. Une fois de retour chez lui, il récupère sa petite famille et la maison reprend vie. Sa fille Élise fera des allers et retours entre les maisons de son père et de son oncle Paul. Elle finira par quitter le foyer familial pour vivre définitivement avec la famille de son oncle, dans la Pasquanne. Grosjean travaille comme journalier pour la compagnie des chemins de fer. Après la guerre, il ne reste plus rien de la gare et des voies ferrées alentour. Il faut tout reconstruire. Mais veuf, il est difficile pour lui de gérer à la fois sa vie professionnelle et familiale. Peu de temps après son retour, il tombe sur Louise Boquet. Ces derniers se connaissent bien. Dans leur jeunesse, c'est de la fréquenter, comme diraient les anciens. Mais ne s'entendant pas très bien, ils se sont séparés et mariés chacun de leur côté. Grosjean avec Germaine et Louise avec un certain Pierre Fac. Ce dernier n'est pas revenu de la guerre. Hasard ou signe du destin, Jean-Louis et Louise se marient le 31 décembre 1920. Louise a déjà 3 enfants de son précédent mariage et la maison de la rue du Jourdain se fait trop petite. La famille recomposée déménage donc dans la rue des Fiers. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Lorsque j'ai préparé le dossier sur la Grande Guerre à Leforest pour le dernier bulletin, j'ai parcouru ce rédigé par M. Libert pour prendre des notes de ce qui avait déjà été raconté.
Après un tri, j'ai laissé des choses. Et en préparant cette vidéo, le nom de Louise Bocquet m'intriguait particulièrement. J'étais sûr de l'avoir déjà lu quelque part. Et en rangeant mes vieilles notes, l'autre jour, je suis tombé sur ça. Le bulletin numéro 30 de Le Forêt Mémoire. À l'intérieur, le courrier du lecteur de juin 2007 est écrit par un certain R.L. Je n'ai pas utilisé cette anecdote dans le bulletin, mais finalement, elle a trouvé tout son sens ici. Personne n'aurait pu raconter l'histoire et les circonstances de ce mariage sans ce témoignage. Alors, R.L., si tu te reconnais, merci. Fin de la parenthèse. C'est cette année-là que les noms anciens de beaucoup de rues changèrent pour ceux que nous connaissons aujourd'hui. La Grande Rue devient la rue Jean Jaurès, la rue du Jourdain devient la rue Victor Hugo, et la rue des Fiers, celle où est installé Grosjean et sa famille, la rue Pasteur. Grosjean se fait engager avec son fils Paul comme garçon brasseur à la brasserie de Le Forêt. En parallèle, il ouvrira un petit cabaret à côté de chez lui. À ce moment de notre histoire, nos plus anciens protagonistes quittent notre récit. Octavie Van Uxem et Clara Grard, ces deux veuves adoptées par Le Forêt, décèdent respectivement en 1921 et 1922. Toutes les deux avaient 75 ans. De cette génération depuis laquelle nous sommes partis ne restent désormais plus que les parents de Grosjean. Ils ont presque toujours vécu dans la rue Marceau depuis qu'ils sont le Forestois. Ils continueront encore quelques années à garder un œil, de loin, sur les descendants des Desnos, mais n'auront plus de rôle majeur dans notre histoire. L'année suivante, en 1924, il est temps pour Edmond Pinte de faire son service militaire. En 1926, c'est au tour de François. Regardez ces deux photos. La ressemblance entre Edmond et François est hallucinante. On dirait des jumeaux. À leur retour, tous deux seront engagés à la Tuilerie de Le Forêt, près du château Blanche-Maison, chacun dans le métier que leur oncle Jules leur a appris au retour de la guerre, il y a presque 10 ans. Les deux frères vivent toujours dans la rue Jules Ferry avec leur mère et leur sœur. Cette dernière sera la première à quitter le foyer en épousant à Le Forêt Charles Sorel le 7 septembre 1929. Edmond fera de même le 26 septembre 1931 à Gouy-sous-Bellone avec Jeanne Viard. Il quittera Le Forêt pour s'installer à Brebières. François Pinte reste seul avec sa mère encore quelques années. Dans la maison d'à côté se trouve toujours Paul Libert et sa famille. Celle qui était certainement son amie d'enfance, Élise Desnos, vit toujours là elle aussi. C'est ainsi que notre histoire commençait. François Pinte et Élise Desnos se marieront à Le Forêt le 5 juin 1937. Tous deux quittent la rue Jules Ferry pour s'installer d'Ange-des-Boues, pas très loin de la ferme Ingrand. Leur maison est l'écurie d'un ancien corps de ferme fraîchement transformé en habitation. La maison d'à côté sera occupée par Jeanne Desnos, la sœur cadette d'Élise, et son mari, Louis Pasbec. En août 1939, Élise annonce à son mari qu'elle attend leur premier enfant. Mais l'émotion de cette nouvelle sera vite troublée par le retour de la guerre. Le 1er septembre, tous les hommes en âge de se battre doivent partir rejoindre leur régiment. François fait partie de cela. Imaginez-vous à la place de François et d'Élise. François va partir se battre et il connaît les risques, lui, le pupille de la nation. Et Élise, elle se souvient certainement de sa mère qui donne naissance à ses enfants loin de son mari. Ce départ a comme une impression de déjà-vu pour le couple. François n'a pas le choix. Il part à la guerre dès le lendemain, le 2 septembre. Cette drôle de guerre, comme on l'appelait à l'époque, prit fin avec la signature de l'armistice par le gouvernement français le 22 juin 1940. Avant d'être faits prisonniers par l'armée allemande, plusieurs soldats français retournèrent à la hâte dans leur foyer. Avec plusieurs camarades, François monta dans un camion et conduisit direction le nord de la France. En septembre 1940, cette photo fut prise. François pose avec son épouse et son fils Georges, né le 27 avril 1940. Avant le départ de François, le couple s'était mis d'accord. À sa naissance, si c'était un garçon, il devait s'appeler Georges, en mémoire au père de François. Quelques années plus tard, une petite sœur rejoint Georges. Elle s'appelle Marinette. Ainsi, mon histoire touche à sa fin. Voilà qui était Georges Pinte. Un garçon d'Eugedébou, fils de François Pinte et d'Élise Desnos, porteur d'un héritage symbolique. L'histoire de ses parents et de tous leurs ancêtres avant eux. Alors, pourquoi lui ? Pourquoi ai-je pris le temps de vous conter l'histoire de Georges Pinte ? Comme dans toutes les histoires que je vous raconte, une part est souvent due au hasard. Lorsque je vous ai raconté l'histoire d'Henri Pecker, le hasard a voulu que ce soit lui qui se retrouvait sur toutes les cartes postales que je vous ai montrées. Il est temps pour moi maintenant de vous révéler ce fameux point que Georges et moi avions en commun.
Si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que j'ai vécu dès ma naissance à Le Forêt et pendant 25 ans. Mes parents venaient tout juste de faire l'acquisition d'une petite maison au bout de la rue Jean Jaurès, cachée dans le fond d'une carrière. Un homme âgé y avait vécu jusqu'à son décès, François Pinte, le père de Georges. Georges et moi avons grandi dans la même maison. Je ne l'ai jamais croisé, du moins je ne pense pas. Au début de cette vidéo, je vous ai expliqué qu'en démarrant mes recherches, je ne savais rien sur Georges. J'ai menti. Enfin, presque. Ma grand-mère a, elle aussi, passé la quasi-totalité de sa vie d'Ange-des-Boues. Quand j'étais enfant, elle me racontait souvent ses souvenirs de jeunesse. Le petit curieux que j'étais déjà lui avait posé un jour la question que je m'entends encore lui dire. Mais qui c'étaient les gens qui vivaient chez moi il y a longtemps ? Georges Pinte, me répondit-elle spontanément. Et elle enchaîna, comme à son habitude, sur sa petite anecdote sur le sujet. Georges Pinte, elle le connaissait très bien. Son petit frère Jean est né d'Ange-des-Boues en 1940, tout comme Georges. Ayant le même âge et vivant à quelques mètres l'un de l'autre, ils sont rapidement devenus des camarades de jeu. La petite histoire de ma grand-mère était tout à fait banale. L'enfant de 5 ans que j'étais aurait bien pu très vite l'oublier et passer à autre chose. Mais non, j'ai grandi en imaginant cet autre gamin qui vivait dans ma maison à une autre époque. Et ça pendant longtemps, pour finalement mettre cela de côté dans un coin de ma tête. Beaucoup plus tard, alors que je venais à peine de commencer mon collectage de photographies pour Le Forêt Mémoire, le hasard m'a rattrapé. Les gens qui me prêtent des photos me parlent souvent de Le Forêt qu'ils ont connu jadis. Et un jour, une très gentille petite dame me reçoit et réfléchit pour m'expliquer la maison précise où elle était née d'Ange-des-Boues. Le temps de lui laisser retrouver ses mots, je lui annonce que moi, j'ai grandi au 84 rue Jean Jaurès. Il y a eu un gros blanc. Le regard surpris, elle m'explique être née au 82, la maison d'à côté. Et elle enchaîna avec Georges Pinte, son cousin. Elle n'est autre que la fille de Jeanne Desnos, la sœur d'Élise. Avant de partir, elle me confia cette photographie où Georges pose avec tous ses cousins. 30 ans plus tard, je pouvais enfin mettre un visage sur le nom qui résonnait en moi depuis que ma grand-mère m'en avait parlé. Mais une nouvelle question me taraudait l'esprit. Qui était-il ? Et cela, c'est tout ce que je viens de vous raconter. Une nouvelle fois, j'espère vous avoir démontré que nous pouvons raconter l'histoire de Le Forêt à travers celle de ses habitants, et qu'on n'a pas besoin d'être un seigneur des lieux pour cela. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé l'histoire. Bien avant d'aller à l'école, ma grand-mère passait son temps à me raconter ses souvenirs. Elle m'asseyait sur ses genoux, sortait sa gigantesque boîte de photos et me les commentait une à une. En quelque sorte, on peut dire que c'était mes premiers cours d'histoire. Et c'était sur Le Forêt. Depuis peu, ma grand-mère n'est plus là. Mais dans tout ce que je vous raconte, et ce que je vous raconterai encore, il y aura toujours une part d'elle. Parce que j'utilise le même ton qu'elle employait avec moi lorsque j'étais enfant. Et, comme à notre habitude, avant de partager mes découvertes avec vous, c'est avec elle, autour d'une table remplie de photos, que je les aurai soumises à ces nombreuses anecdotes. L'histoire que je vous ai racontée aujourd'hui a eu un impact différent sur moi. À la base, je voulais juste raconter l'histoire d'un gamin qui avait vécu chez moi. Et finalement, au fil de mes recherches, je suis tombé sur un gosse de quartier qui avait connu ma grand-mère, joué avec elle et qui, le temps de mes recherches, m'a replongé dans ses souvenirs et me l'a ramené auprès de moi un peu plus longtemps. Et je suis fier qu'à travers Le Forêt Mémoire, les souvenirs de ma grand-mère ne seront jamais perdus. J'espère que cette histoire vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Le Forêt Mémoire.